7h44 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Jean-Marc Jancovici, enseignant à l'école des mines ParisTech, consultant sur les questions énergétiques. Dormez tranquille jusqu'en 2100 et autres malentendus sur le climat et l'énergie aux éditions Odile Jacob. Jean-Marc Jancovici, bonjour. Bonjour. Ça vous fait sourire, dites-moi. Vous me faites sourire, vous êtes de bonne humeur. Moi je suis de bonne humeur le matin. Oui, malgré... Parce que la planète est en danger, vous le dites aussi. Oui, je ne sais plus qui a dit il est trop tard pour être pessimiste, vous savez, quand tout est foutu. Voilà, donc, alors la planète en danger, non, nous on est en danger. Oui, nous d'ailleurs, nous. Si Jupiter est en danger, ça ne nous gêne pas tellement. Oui. Nous sommes vraiment en danger. Nous sommes en danger, oui. Parce que beaucoup de gens ne prennent pas conscience de cette urgence climatique. Alors, on a malheureusement un épisode dramatique qui vient de nous le rappeler. Il est assez facile de faire une connexion entre ce qui s'est passé à Paris il y a 15 jours, ce qui s'est passé, ce qu'on a appelé les printemps arabes, qui ont été à l'origine de toute cette affaire et qui se sont déclenchés il y a quelques années, et les questions de changement climatique et d'énergie. On peut faire le lien entre les deux. On peut faire le lien. Absolument, c'est du reste l'objet d'un des chapitres de l'excellent livre que vous venez de citer. Mais Jean-Marc Jancovici, on va parler du nucléaire, on va parler des énergies renouvelables, mais parlons des énergies fossiles d'abord. Je regardais un chiffre, attendez, il faut que je retrouve ce chiffre qui m'a frappé. Les subventions aux énergies fossiles, 452 milliards de dollars l'année dernière, contre par exemple 121 milliards de dollars pour les renouvelables. Les énergies fossiles sont toujours subventionnées. Énergie fossile, c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est le charbon. Oui. Toujours subventionné. Alors, je vous avouerai que je n'ai pas mis mon nez dans l'inventaire des subventions parce qu'il y a des gens qui comptent comme subvention le fait qu'on donne vraiment de l'argent. Oui. Et il y a des gens qui comptent comme subvention le fait qu'on ne taxe pas autant ça qu'autre chose. Oui. Alors, on mélange un peu les deux. Le fait est que, de toute façon, on a toujours aidé ces énergies parce que c'est ces énergies qui ont permis ce qu'on a coutume d'appeler le mode de vie industriel ou le mode de vie de la civilisation industrielle. Il va falloir s'en passer. Alors, un jour, oui. Maintenant, un jour, tout dépend si on parle de la semaine prochaine ou dans 2000 ans. Oui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on veut préserver un climat stable, il va falloir faire avec de moins en moins. Oui. Les Français, on aime bien raisonner noir et blanc. C'est-à-dire, on aime bien se dire, on passe du tout au rien. En fait, la question se pose beaucoup plus en, il faut faire progressivement avec de moins en moins. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir la chose. Donc, de moins en moins d'énergie fossile, on est bien d'accord. À remplacer par quoi? Parce qu'il faut de l'énergie. Alors, remplacer par, pour partie, pas d'énergie, ça s'appelle les économies. Oui. Oui. Et pour partie, d'autres formes d'énergie. Et dans les autres formes d'énergie, on met deux grandes énergies pas fossiles qui sont les renouvelables et le nucléaire. En gros, on a les deux. Ce sont les deux énergies qui doivent remplacer l'énergie. Voilà. Alors, il y a des pays où ça a déjà été fait parce que c'était facile de le faire. Et c'est notamment le cas quand vous avez beaucoup de montagnes et beaucoup de forêts dans un pays. Prenez la Suède. 9 millions d'habitants sur 350 000 km², donc presque la surface de la France. 70% de forêt. Ils n'utilisent pas de pétrole dans l'industrie, pas de gaz dans l'industrie, pas de gaz dans le chauffage, pas de pétrole dans le chauffage. Ils y arrivent. Est-ce qu'un jour, il y aura des pays qui pourront se passer totalement d'énergie fossile? Alors, ça dépend de la quantité d'énergie qu'on veut consommer et donc, dit autrement, de la consommation qu'on veut avoir. Si on veut avoir une voiture d'1 tonne par personne à 7 milliards d'habitants, on n'y arrivera pas. Si on veut avoir quelque chose qui permette de rester maître de son destin, mais moins que le niveau de consommation qu'on a aujourd'hui, on peut l'envisager. Et ça sera d'autant plus facile qu'on met, encore une fois, renouvelable et nucléaire dans un même paquet. Oui, vous dites qu'il y aura un accord à la COP21, mais ça ne veut rien dire, ça. Il y a eu un accord. Ça ne veut rien dire. Il y a eu un accord à Kyoto. Oui. Je me suis amusé, enfin si on s'amuse comme on peut, à regarder comment avaient évolué les pays qui avaient ratifié Kyoto et les pays qui n'avaient pas ratifié Kyoto. On peut le faire, puisque Kyoto c'était en 97. Et alors? Ça ne fait pas de différence. Non. Si vous regardez à quelle vitesse les pays ont, entre guillemets, décarboné ou pas leur économie, eh bien vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de différence entre les pays qui ont signé Kyoto. Donc il faut un accord contraignant. Ce n'est pas... Alors, ce qu'on appelle contraignant dans le jargon onusien, dans le langage des Nations Unies, en fait, c'est pas contraignant au sens où vous et moi on l'entend, c'est-à-dire si vous le respectez pas, je vous envoie les gendarmes ou les chars et les avions. Ça n'existe pas dans le jargon onusien. On peut pénaliser financièrement les pays qui ne... Ça ne relève pas des Nations Unies. Ça se passe ailleurs, cette affaire. Ça se passe à l'OMC, ça se passe dans les barrières douanières, ça se passe, etc. Au G20, etc. Mais ça se passe pas aux Nations Unies. Donc ce qui se passe aux Nations Unies, c'est que les gens disent c'est important de continuer à s'en occuper. Donc c'est un point de départ, c'est jamais un point d'arrivée. Oui, Jean-Marc Jancovici, on ne va pas échapper à la décroissance, dites-vous, on y est déjà? Alors, dans tous les pays occidentaux, on y est déjà d'une certaine manière. Quand vous regardez la production industrielle,
elle est passée par un maximum dans tous les pays occidentaux en 2007. Et depuis 2007, elle baisse. Alors nous, on a de mauvais ministres, chacun sait ça. Donc elle baisse en France, mais elle baisse aussi aux États-Unis, elle baisse en Suède, elle baisse en Espagne, elle baisse en Italie, elle baisse au Japon. Et elle a même baissé aux États-Unis dans la quasi-totalité des secteurs, sauf le secteur énergétique à cause de ce qui s'est passé chez eux. Donc en fait, on y est déjà. Et c'est bien pour ça qu'on commence à voir aujourd'hui des gens dont le métier, c'est de gérer, de faire mieux avec moins. Donc quand vous regardez Airbnb ou Blablacar, c'est déjà des gens qui savent faire mieux avec moins. Quelques mots, vous dites le risque, encore sur le risque nucléaire, vous dites le risque nucléaire est beaucoup moins grave que le risque du réchauffement climatique. Je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous étonner. Le risque nucléaire en France, il est surreprésenté parce que le nucléaire tombe dans quelque chose que j'appelle le syndrome Astérix. Vous savez, Astérix, que j'adore, c'est le petit malin agile qui a raison contre le gros balourd stupide. Donc en France, on adore ça. Donc dès qu'il y a un petit qui gueule contre un gros, le petit il a notre sympathie, donc on a plutôt envie de lui donner raison. Et dans le débat sur le nucléaire, le petit qui gueule contre le gros, c'est l'antinucléaire, donc on a plutôt envie de se dire qu'il a raison. En fait, quand on regarde les faits, on se rend compte que malheureusement, il a souvent tort et que le nucléaire, c'est moins affreux que l'idée qu'on veut bien s'en faire. Et donc les risques liés au nucléaire sont considérablement plus faibles que les risques liés à un changement climatique de grande ampleur. Oui. Merci Jean-Marc Jancovici.